Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Mathieu Augustin et aujourd'hui nous sommes le 25 juin, mercredi, bonjour. L'Olympique lyonnais a été relégué administrativement en Ligue 2 suite à une décision de la DNCG, Direction nationale des collectivités territoriales. Malgré une 6e place de Ligue 1 et une qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine, le club n'a pas satisfait aux exigences financières strictes. L'autorité de régulation financière avait exigé que Lyon réunisse entre 100 et 175 millions d'euros avant la fin de la saison, mais le club n'a pas pu s'y conformer. Cette décision découle de l'endettement écrasant de Lyon, estimé entre 175 et 505 millions d'euros selon les sources, et de son incapacité à présenter un plan crédible pour remédier à la situation. La DNCG avait déjà prononcé une rétrogradation provisoire en novembre, assortie d'une interdiction de transfert et d'un contrôle salarial. Le propriétaire John Textor, dont Eagle Football Group détient également une participation dans Crystal Palace, avait promis de nouveaux investissements et vendu des actifs, dont une participation dans Palace et des joueurs vedettes. Cependant, l'autorité de régulation a jugé ces efforts insuffisants. Le club a annoncé son intention de faire appel immédiatement, affirmant disposer désormais des fonds nécessaires pour concourir en Europe et éviter la relégation. Les implications dépassent les frontières françaises, la rétrogradation de Lyon en Ligue 2 pourrait apaiser les inquiétudes de l'UEFA concernant la propriété de plusieurs clubs, qui pourrait affecter l'éligibilité de Crystal Palace à la Ligue Europa. L'issue finale dépend désormais de l'appel et des décisions potentielles de l'UEFA et des autres instances dirigeantes. Aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères de Robloxia, à Roblox City, 4 intervenants, dont la diplomate française Yvonne Cambrai, Jérôme Laurent, l'ambassadeur de Robloxia auprès de l'ONU Tony Jones et l'actuel ministre des Affaires étrangères de Robloxia Eric Hampton, ont abordé divers sujets clés du discours prononcé lors de la réunion d'information intitulée L'administration approfondie éprouve les experts politiques face aux tirs de missiles percutants d'Israël et de l'Iran. Ce point sera commenté par un reportage vidéo. Lors d'une réunion d'information spéciale organisée par le Conseil consultatif du ministère des Affaires étrangères de Robloxia, 4 intervenants de haut niveau se sont réunis pour analyser la déclaration officielle intitulée « L'administration renforcée éprouve les experts politiques face aux tirs de missiles percutant des législations israéliennes et iraniennes ». Le ministre des Affaires étrangères de Robloxia, Eric Hampton, a ouvert la séance en soulignant les dangers croissants de la centralisation du pouvoir militaire en temps de crise. Aux côtés du diplomate français Jérôme Laurent et de l'ambassadrice Yvonne Cambrai, la discussion a mis en lumière les inquiétudes concernant l'affaiblissement des mécanismes de contrôle parlementaire dans les réponses militaires accélérées. En date du 25 juin 2025, le ministère des Affaires étrangères de la République de Robloxia a tenu un briefing de haut niveau portant sur les implications géopolitiques découlant des récentes hostilités balistiques entre Israël et l'Iran. Cette séance a réuni des diplomates seniors, des analystes en sécurité régionale, ainsi que des experts spécialisés dans les législations de guerre et les politiques d'escalade militaire dans la zone du Levant et au-delà. La présente déclaration vise à refléter fidèlement les analyses et observations émises au cours de cette réunion confidentielle, tout en rappelant l'engagement de la République de Robloxia envers le droit international, la stabilité régionale et la médiation multilatérale. Au cœur de cette séance, une attention particulière fut portée sur le rôle croissant des administrations nationales, tant civiles que militaires, dans la prise de décision accélérée face à des attaques à haute intensité, telles que celles observées récemment avec le lancement de missiles intercontinentaux et de frappes ciblées entre Jérusalem et Téhéran. Les experts ont souligné une intensification de la doctrine dite de « frappe préventive » employée par les deux États, exacerbée par des alliances tactiques en constante évolution. Le briefing a également mis en lumière l'importance stratégique des cadres législatifs internes qui encadrent ces décisions militaires. En effet, en Israël comme en Iran, des législations spécifiques autorisent désormais des interventions armées rapides sans le plein aval des assemblées parlementaires respectives. Ce glissement, identifié par nos experts comme une « centralisation du pouvoir de guerre », suscite des préoccupations quant à l'équilibre entre sécurité nationale et responsabilité démocratique. Les participants ont débattu avec rigueur du rôle des puissances externes, notamment les États-Unis, la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, dont les positions oscillent entre désescalade diplomatique et soutien stratégique implicite.
Il fut noté que l'architecture actuelle de sécurité régionale, notamment à travers les Nations Unies, demeure insuffisamment agile pour répondre à des épisodes de violence éclatant à un rythme aussi soudain que létal. Par ailleurs, le ministère souhaite souligner que la République de Robloxia observe avec la plus grande vigilance les implications humanitaires de ces échanges armés. Le ciblage d'infrastructures civiles et les pertes en vies humaines soulèvent de graves inquiétudes quant au respect des conventions de Genève et des principes fondamentaux du droit international humanitaire. À ce titre, le ministère appelle à l'ouverture immédiate de corridors humanitaires, soutenus par des mécanismes de supervision neutres. Dans une perspective plus large, la réunion a également abordé les répercussions de ces affrontements sur la stabilité politique des pays tiers, y compris ceux de la région du Golfe, du Caucase et de l'Asie centrale. La fragilité des équilibres internes, accentuée par les déplacements massifs de population et la polarisation de discours politiques, pourrait engendrer une reconfiguration géopolitique durable. La République de Robloxia réitère son appel à une désescalade immédiate et à la reprise de mécanismes de dialogue sous l'égide d'une plateforme inclusive, associant non seulement les parties en conflit, mais aussi les États neutres, les organisations régionales et la société civile. Le ministère exprime sa disponibilité pleine et entière à participer à toute initiative crédible visant à établir un cessez-le-feu vérifiable, à promouvoir la transparence stratégique et à codifier de nouveaux instruments de désengagement militaire en temps de tension extrême. Enfin, la République de Robloxia rappelle que les actions unilatérales, même lorsqu'elles sont présentées comme défensives, peuvent constituer des menaces collectives si elles ne s'inscrivent pas dans un cadre concerté et légitime. À cet effet, nous encourageons toutes les puissances concernées à faire preuve de retenue, à respecter la souveraineté des États et à privilégier la logique diplomatique sur la logique de confrontation. La République de Robloxia demeure ferme dans son engagement à protéger les normes internationales, à promouvoir le dialogue entre les civilisations, et à favoriser un ordre international fondé sur des règles où chaque nation, grande ou petite, est entendue avec équité. Fin de déclaration. Tony Jones, ambassadeur de Robloxia auprès de l'ONU, a dénoncé l'inefficacité du Conseil de sécurité face à une crise majeure de missiles balistiques entre Israël et l'Iran, appelant à une réforme urgente des mécanismes multilatéraux. Les 4 experts ont appelé à un contrôle plus strict du recours aux frappes préventives et à une reprise urgente du dialogue international sous supervision neutre. La réunion s'est conclue par un appel unanime à la retenue, au respect du droit international et à l'activation de mécanismes de désescalade vérifiables. 3e chaîne de télévision française, le jour de l'information. Dans les dernières heures, un compte-rendu du siège de l'ONU à New York, du Conseil de sécurité, présenté par Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, sur la non-prolifération, Iran. 231. I now give the floor to Ms. Rosemary DiCarlo. Madam President, thank you for the opportunity. L'agence a également de nouveau noté qu'elle avait perdu la continuité de ses connaissances sur de nombreux aspects du programme nucléaire iranien, n'ayant pas été en mesure de mener des activités de vérification et de surveillance en République islamique d'Iran depuis plus de 4 ans. De plus, l'AIEA a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de vérifier le stock total d'uranium enrichi dans le pays. Il ne l'avait pas fait depuis février 2021. Au cours de la période considérée, le secrétaire général a reçu plusieurs communications des participants au JCPOA. Le 17 mars, les représentants permanents de la Chine, de la République islamique d'Iran et de la Fédération de Russie ont partagé une déclaration commune, adoptée lors de leur réunion du 14 mars à Pékin, dans laquelle ils soulignent l'importance de la résolution 2231, y compris son calendrier. Dans une lettre séparée reçue le même jour, le représentant permanent de la Chine a partagé une proposition de règlement de la question nucléaire iranienne, soulignant que le JCPO a constitué la base d'un nouveau consensus et d'une coopération par le dialogue et une approche progressive et réciproque. Dans des lettres reçues les 11 et 12 juin, les représentants permanents de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la République islamique d'Iran et de la Fédération de Russie ont partagé leurs points de vue divergents sur les causes de l'impasse dans la mise en œuvre de la résolution 2231, malgré leurs divergences de vues.
Les États membres ont réitéré l'importance des négociations et ont réaffirmé leur engagement à trouver une solution diplomatique. Madame la Présidente, j'aborderai maintenant les mesures restrictives E-NONC-E-ES à l'annexe B de la résolution 2231. Les seules mesures encore en vigueur concernent les activités nucléaires et les transferts. Ces mesures resteront en vigueur jusqu'au 18 octobre 2025, sauf décision contraire du Conseil. Le secrétaire n'a reçu aucune allégation de violation de ces dispositions au cours de la période considérée. De plus, aucune nouvelle proposition n'a été soumise par la voie des achats au cours des 6 derniers mois du cycle de rapport. Le Conseil de sécurité a toutefois reçu 8 notifications concernant les mesures restrictives liées au nucléaire pour certaines activités, conformément au JCPOA. Madame la Présidente, au cœur de ce conflit se trouve la nature du programme nucléaire iranien, suite aux affrontements meurtriers des 12 derniers jours. L'accord de cessez-le-feu offre une occasion d'éviter une escalade catastrophique et de parvenir à une résolution pacifique du conflit nucléaire iranien. Madame la Présidente, merci de me donner l'occasion d'informer le Conseil sur le plan d'action global conjoint et la mise en œuvre de la résolution 2231. Comme l'a souligné le secrétaire général dans son dernier rapport, à moins de 4 mois de l'expiration de ces dispositions, les objectifs de la résolution 2231 et ceux du JCPOA n'ont pas encore été pleinement atteints. C'est regrettable. Le JCPOA a été adopté en 2015 pour garantir que le programme nucléaire de la République islamique d'Iran soit exclusivement pacifique. Il prévoyait un allègement des sanctions, des restrictions au programme nucléaire, ainsi que des mesures de surveillance et de vérification. Depuis sa création, le JCPOA a rencontré de nombreux défis, notamment le retrait des États-Unis de l'accord en 2018 et le retrait de l'Iran de certains de ses engagements, tels que définis dans le plan. Ces derniers mois, les participants au JCPOA ont intensifié leurs efforts pour identifier une voie à suivre pour la mise en œuvre intégrale du plan. De plus, l'Iran et les États-Unis ont collaboré. Lors de 5 cycles de négociations bilatérales facilités par Oman, aucune de ces initiatives n'a malheureusement permis de garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. L'escalade militaire entre Israël et l'Iran depuis le 13 juin et les frappes aériennes américaines contre les installations nucléaires iraniennes le 21 juin ont compliqué les perspectives de mise en œuvre intégrale de la résolution 2231. Les frappes iraniennes d'hier et une base au Qatar, une action que le secrétaire général a condamnée, ont encore aggravé l'insécurité dans une région déjà sous tension. Madame la Présidente, plus tôt dans la journée, le secrétaire général a salué l'annonce par les États-Unis, en coordination avec le Qatar, d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran et les a exhortés à le respecter pleinement. Il s'agit d'une avancée significative qui pourrait permettre à l'Iran, Israël et la région d'échapper au pire. Le peuple iranien en Israël a déjà trop souffert, selon le ministère iranien de la Santé, depuis le début du conflit, au moins 606 personnes. Selon les autorités israéliennes, 107 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures et 5332 ont été blessées. 28 personnes ont été tuées et 1472 ont été blessées pendant le conflit. Madame la Présidente, dans son rapport trimestriel du 31 mai 2025, l'Agence internationale de l'énergie atomique a constaté que l'augmentation significative de la production et de l'accumulation d'uranium hautement enrichi par la République islamique d'Iran était très préoccupante. L'AIEA a réitéré que ces activités de vérification et de surveillance liées au JCPOA ont été gravement affectées par la rupture du traité et la mise en œuvre par l'Iran de ses engagements nucléaires au titre de ce plan.
Question importante. Le dialogue diplomatique et la vérification restent la meilleure option pour garantir le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et apporter des avantages économiques concrets au peuple iranien. Comme l'a déclaré le secrétaire général plus tôt dans la journée, les Nations unies sont prêtes à soutenir tous les efforts visant à promouvoir le dialogue de paix et la stabilité dans la région. Enfin, Madame la Présidente, le secrétariat continuera de soutenir la mise en œuvre de la résolution 2231 jusqu'à sa date d'expiration, le 18 octobre. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Son Excellence Samuel Zauger, de Slovénie, pour son leadership en tant que facilitateur du Conseil de sécurité pour la mise en œuvre de la résolution. Je remercie également le coordinateur du groupe de travail sur les achats du commissaire conjoint pour sa coopération continue. Of Slovenia for his leadership as Security Council facilitator for the implementation of the resolution. I also thank the coordinator of the Procurement Working Group of the Joint Commissioner for our continued cooperation. Thank you, Madam President. I thank Ms. DiCarlo for her briefing. I now give the floor to His Excellency Mr. Stavros Lambrinidis. Alors que les dirigeants de l'OTAN se réunissent pour la deuxième journée de ce sommet aux enjeux majeurs, l'ancien président américain Donald Trump est devenu une figure centrale de la controverse, jetant le doute sur l'unité de l'Alliance. Ses récentes déclarations remettant en cause l'engagement automatique en matière de défense au titre de l'article 5 et ses demandes d'augmentation des dépenses de défense européennes ont exacerbé les tensions entre les États membres. Le sommet, censé renforcer la coopération transatlantique face aux menaces sécuritaires mondiales, est désormais éclipsé par les inquiétudes quant à la fiabilité à long terme de Washington sous une éventuelle seconde administration Trump. Les dirigeants européens naviguent sur une corde raide diplomatique, cherchant un équilibre entre le besoin de cohésion et l'appréhension croissante quant aux intentions américaines. Lors de la conférence de presse de l'UCL, 3 intervenants, dont le diplomate suisse Guillaume Dickon Baumgartner, Denise Gagné et Jean Tremblay, prononceront un discours intitulé « Le gouverneur de l'OTAN alerte le système de rayonnement et cède à la pression de Trump ». L'organisation de sécurité bénéficie d'un conflit avec la spécialité académique de l'ONU, issue de la spécialisation en mobilité de Javier Pérez de Cuellar. Ce spécialiste de la mobilité présente un compte-rendu vidéo. Lors de la conférence de presse de l'UCL cette semaine, 3 intervenants de renom, le diplomate suisse Guillaume Dickon Baumgartner, l'analyste géopolitique Denise Gagné et le conseiller académique Jean Tremblay, présenteront une intervention complète sur l'évolution des liens entre diplomatie internationale, sécurité et cadres académiques. Autour du thème, le gouverneur de l'OTAN alerte le système de rayonnement et, cédant à la pression de Trump, l'Organisation de sécurité bénéficie d'un conflit à la spécialité académique de l'ONU grâce à la spécialisation de la mobilité issue du quota de Javier Pérez de Cuellar. Cette intervention explorera le récent virage stratégique de l'OTAN dans un contexte de tensions transatlantiques renouvelées. Le panel analysera les implications de l'activation du système de rayonnement par l'OTAN, interprété comme un outil de dissuasion multiforme, et comment cette initiative reflète des tensions plus larges entre influence politique et intégrité multilatérale. Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au siège de l'OTAN, le gouverneur de l'Alliance a officiellement alerté le système de radiance stratégique, en réponse à une série d'escalades récentes dans la sphère diplomatique transatlantique. Cette annonce, bien que mesurée dans sa formulation, reflète un changement significatif dans l'orientation des politiques de sécurité collective, notamment face aux pressions continues exercées par l'ancien président Donald J. Trump sur certains membres de l'organisation. Le système de radiance, conçu comme une architecture de dissuasion et de coordination en cas de menace hybride ou asymétrique, a été mis en état de vigilance renforcée. Le gouverneur a souligné que cette activation ne constitue pas une mobilisation offensive, mais plutôt une démonstration de résilience et de solidarité alliée, dans un contexte international marqué par une complexité croissante. Il s'agit également d'un signal clair adressé à tous les acteurs internationaux quant à l'engagement intact de l'OTAN en faveur de la stabilité régionale et globale. Sous la pression rhétorique et diplomatique de l'ancien président Trump, dont les récentes interventions publiques continuent d'influencer certains débats sur le financement et la hiérarchisation des priorités stratégiques au sein de l'Alliance,
le gouverneur a exprimé une volonté explicite de préserver l'autonomie de décision de l'organisation face à toute instrumentalisation politique ou idéologique. Il a précisé que les intérêts collectifs de sécurité ne sauraient être subordonnés à des dynamiques nationales ponctuelles ou à des ambitions personnelles. Dans un geste diplomatique chargé de symbolisme, la coordination sécuritaire avec l'ONU a été invoquée à travers une référence explicite au quota historique attribué à Javier Pérez de Cuéllar, ancien secrétaire général des Nations Unies, connu pour sa posture d'équilibre entre les blocs géopolitiques de la fin du XXe siècle. Ce rappel n'est pas fortuit. Il vise à souligner le rôle central que joue encore le multilatéralisme dans la gestion des crises internationales contemporaines. Le gouverneur a ainsi réaffirmé la nécessité d'une articulation étroite entre les initiatives de l'OTAN et les mécanismes onusiens, en particulier dans le domaine de la mobilité stratégique et de la spécialisation opérationnelle. La mention de la mobilité, dans cette configuration, ne se limite pas à des aspects logistiques. Elle reflète une compréhension plus vaste de la capacité des forces alliées à s'adapter à des environnements dynamiques, à anticiper les ruptures et à intégrer les dimensions civiles, numériques et climatiques dans les déploiements de défense. Le gouverneur a insisté sur le fait que cette spécialisation constitue désormais un axe structurant de la doctrine opérationnelle de l'OTAN, dans une perspective de complémentarité accrue avec les mandats spécifiques de l'ONU et les attentes des partenaires universitaires et institutionnels, notamment dans les sphères de la recherche appliquée. Au cours de la conférence, les journalistes présents ont interrogé à plusieurs reprises le gouverneur sur la nature exacte de la « radiance » évoquée dans l'alerte. Il a répondu en précisant qu'il s'agit d'un concept hybride, mêlant capacité cybernétique, projection conventionnelle limitée, et partenariat stratégique renforcé. Il ne s'agit pas, selon ses mots, d'un instrument d'agression, mais d'un levier diplomatique technologique. Il a également reconnu que l'évolution rapide du contexte mondial incluant les tensions en Europe orientale, les vulnérabilités critiques en Afrique du Nord et les incertitudes dans l'Indo-Pacifique imposent à l'Alliance de renforcer sa capacité d'anticipation tout en consolidant ses valeurs fondatrices. Enfin, en réponse à une question posée par une chercheuse de l'UCL sur l'implication des institutions académiques dans ce nouveau paradigme, le gouverneur a exprimé sa volonté de voir la science, l'université et l'analyse critique jouer un rôle moteur dans la redéfinition des doctrines de sécurité partagées. Il a conclu en réaffirmant que l'expertise multidisciplinaire, y compris celle issue des sciences humaines et sociales, est indispensable pour relever les défis sécuritaires du XXIe siècle, bien au-delà des seules considérations tactiques ou technologiques. Dans un monde interconnecté, mais fragmenté, l'OTAN, fidèle à son mandat, entend demeurer une force de cohésion stratégique, tout en reconnaissant que sa légitimité dépendra de sa capacité à dialoguer, à intégrer les critiques et à se transformer sans se renier. La déclaration du jour, bien que contenue dans sa portée immédiate, marque un jalon symbolique et opérationnel, celui d'une alliance plus consciente de ses responsabilités face à la pression extérieure, mais également plus ouverte à la contribution des sphères universitaires, diplomatiques et sociétales. En faisant référence à l'héritage diplomatique de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuéllar, les intervenants souligneront comment le concept de « spécialisation de la mobilité » est repensé par les universitaires comme un nouveau pilier de la résolution des conflits internationaux et de la coordination de la défense. Organisé par le département de politique internationale et d'études de sécurité de l'UCL, cet événement promet un dialogue rare entre histoire diplomatique, pression géopolitique actuelle et innovation académique, offrant une réflexion pertinente sur la gouvernance mondiale en transition. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Après 12 jours d'intenses frappes entre Israël et l'Iran, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 25 juin, annoncé par Donald Trump, qui a appelé les deux parties à respecter la trêve. Bien que Téhéran ait émis des réserves sur la réalité de l'accord, l'Iran a accepté de suspendre ses opérations si Israël en faisait de même avant 4 heures, heure de Téhéran. Malgré des violations ponctuelles des deux côtés, notamment des tirs de missiles iraniens le 24 juin et des incursions de drones israéliens dans l'espace aérien iranien, la trêve subsistait au 25 juin, en grande partie grâce à la médiation directe de Trump avec le Premier ministre Netanyahou.
Cette nouvelle intervient dans un contexte où les États-Unis ont mené une opération militaire majeure contre des sites nucléaires iraniens, l'opération Midnight Hammer, suivie d'une réponse balistique de l'Iran, marquant une escalade régionale aux implications profondes pour la sécurité internationale. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française aujourd'hui. Ici Mathieu Augustin, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Maria Sarkozy. Passez une bonne journée et bonne nuit. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.